Bonjour tout le monde, on continue de répondre aux questions. Catherine n'est pas là aujourd'hui, donc Nadia va poser les questions. Comme ça, je n'ai pas besoin de lire l'ordinateur et répondre aux questions en même temps. Nadia qui est responsable pour une grande partie de la formation en ligne, donc c'est elle qui répond à énormément de questions. Peut-être elle connaît des réponses de certaines questions mieux que moi parce qu'elle répond à toutes les questions sur la formation en ligne. Je vais faire le mieux que je peux de répondre à vos questions. Certains vont être sélectionnés, mis sur Facebook et les autres, vous allez trouver tout sur YouTube. Donc, je réponds à la base, on a dit on répond à quelques questions. Finalement, on répond à toutes les questions. Aujourd'hui, c'est la dernière séance de questions. Je pense qu'on a quelque part entre 10 et 15 questions à répondre. Donc, on y va avec la première question. Je suis prêt. Alors, première question de Lulu. Bonjour, comment gérez-vous l'apprentissage du cheval en vue de situations inconfortables, voire douloureuses pour lui? Je pense notamment aux visites du maréchal, vétérinaire et dentisterie. Pour les chiens, le medical training prend son essor. Avez-vous des processus d'apprentissage validés pour ces situations un peu particulières? Ok, peut-être juste pour aider dans la réponse, Lulu, parce que tout le monde ne connaît pas le medical training, mais dans le medical training, c'est quelque chose qu'on utilise plutôt dans le milieu zoologique. Par exemple, vous pouvez bien imaginer pour faire le soin d'un lion, c'est loin d'être simple. Les animaux aquatiques, il faut soigner, je ne sais pas, un phoque ou une baleine, un orque ou quelque chose. Dans les zoos avec les éléphants, les hippopotames et tout ça, on peut bien sûr pas utiliser trop de force physique quand on fait la dentisterie avec un hippopotame. La force physique, ça va pas la faire. Donc, on peut éduquer en réponse. Souvent, c'est fait avec renforcement positif. Ça veut dire éduquer en position. Ça peut être immobilisation avec la bouche ouverte pour le dentiste. Plein de choses comme ça. Il y a des idées comme ça dans le milieu équestre. Il y a encore beaucoup de boulot à faire avec le renforcement positif avant que ça entre dans le mœurs. En général, on se vive par renforcement négatif. Ça veut dire que le maréchal, s'il prend le pied, c'est désagréable pour le cheval et on fait une éducation non associative. Ça veut dire qu'on éduque l'animal de ne pas résister. S'il résiste, il y a une pression qui continue. Quand il cède, la pression s'arrête préférablement. Souvent, cette étape est assez mal faite et quand le cheval arrête de résister, par exemple avec le pied, il résiste et quand l'animal arrête de résister, c'est là où l'humain il profite. C'est dommage parce qu'il fallait renforcer ce comportement qui était un comportement dans le bon sens. Il fallait remettre le pied par terre à ce moment-là et renforcer que quand tu es immobile avec les jambes élevées, tout va bien et quand tu résistes, c'est moins bien. Donc, on peut aussi utiliser un renforcement positif, par exemple, un renforcement positif secondaire type clicker. Le cheval montre un bon comportement, on clique. On peut aussi utiliser un bruit vocal qui doit être assez précis. Donc, ça peut même être un mot, good boy ou quelque chose, mais il faut vraiment utiliser avec précision et donner un renforcement positif. Donc, le renforcement positif peut marcher, par exemple, avec le soin, on voit plus en Angleterre. La France est un petit peu en retard avec ça, mais en Angleterre, il y a toute une mouvance où les gens, surtout les vétérinaires, sont très ciblés sur leur protection à eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils sont mis en place je pense que ne blesse pas votre vétérinaire ou ne tue pas votre vétérinaire, c'est un truc qui est assez en anglais. Et il y a un très bon vétérinaire qui s'appelle Gemma Pearson. Elle explique comment éduquer le cheval de ne pas bouger avec un piqûre, par exemple. Et là, elle lui pose la question parce que c'est des interventions douloureuses pour le cheval. Donc, comment rendre quelque chose de douloureux agréable? Pas contre conditionnement, et on utilise en général le renforcement positif. Ça veut dire que si tu arrêtes de défendre, tu vas obtenir quelque chose d'attractif. En général, dans toute l'éducation avec les chevaux, on fait un mélange entre les deux. Il y a le renforcement négatif, donc il y a un petit peu de contrainte s'il bouge, et le renforcement positif, quelque chose d'agréable quand il ne bouge pas. Donc un mélange de renforcement positif et négatif est probablement le meilleur. Inconfortable s'il résiste. Et au lieu de juste être confortable, ça veut dire relâche la pression quand il cède, on ajoute en plus un renforcement positif. On va parler parce qu'il y a d'autres questions qui vont parler un petit peu de motivation, c'est sûr, mais par rapport à ça, tous les mammifères sont motivés par deux choses. On est motivé d'enlever tout ce qui est désagréable et obtenir tout ce qui est agréable.
Donc, comment on peut faire pour utiliser ces deux motivations? Le parti désagréable dans beaucoup de soins vétérinaires, c'est la contrainte. Le parti agréable, on enlève les contraintes, bien sûr, mais aussi on peut ajouter renforcement positif. Avec le padan, avec le truc spécial pour ouvrir la bouche, bien sûr, on est écarté, c'est un écarteur parfois, il s'appelle. On écarte le mâchoire, donc la bouche est ouverte. Bien sûr, dans ce cas-là, on n'a aucune capacité d'utiliser le renforcement positif parce qu'il ne peut pas mastiquer. Mais on peut ajouter un grade, mais surtout éduquer le cheval bien avant. Je pense que le plus grand problème avec le maréchal, avec tout ce qui est soins vétérinaires, prendre la température, tout ça, c'est un manque d'éducation à la préalable, de bien éduquer le cheval avant. Et surtout de bien séparer l'apprentissage associatif où on conditionne la réponse et l'apprentissage non associatif où on ne va surtout pas conditionner une réponse. Dans le non associatif, on éduque l'immobilité, on éduque le cheval de ne pas défendre, on éduque le cheval que immobilité, ça va te profiter, défense, ça ne te profite pas. En utilisant bien sûr le contrainte plus quand il y a la défense, mais et aussi l'enlèvement de toute contrainte quand la défense s'arrête. Utilise un exemple parce que ce n'est pas très clair ce que j'ai dit. On met le vermifuge, le cheval il défend, il arrête de défendre. C'est absolument pas le moment de mettre le vermifuge. C'est le moment d'enlever le vermifuge et laisse le cheval calme. Parce que tu vas renforcer d'abord le fait qu'il ne défende pas. Si l'humain il occupe de ses objectifs plus que les objectifs de son cheval, il va rendre le bon comportement inconfortable. Je vais vermifuge le cheval, il défend, je continue avec le vermifuge. Il arrête de défendre et à ce moment-là, je profite et je mets le vermifuge. Là, je punis presque le fait que le cheval arrête la défense. Donc, la prochaine fois, ça va être bien plus compliqué. Et si je punis le bon comportement, après, je vais plus en plus de mauvais comportements. Personnellement, je fais un mélange de renforcement négatif et positif. Ça veut dire que quand le cheval montre un bon comportement, j'enlève toute contrainte. Je trouve qu'avec le dentiste et tout ça, on est mieux de faire beaucoup des interventions. Moi, j'ai un rond longe couverte, mais en pleine sécurité. Ou, par exemple, avec le vétérinaire et tout ça, il y a un petit peu plus de place pour le cheval de bouger. Et on bouge avec lui. Et quand il arrête, on s'éloigne de lui un petit peu. On laisse gagner. Et donc, on essaie de faire en sorte que le mauvais comportement ne lui profite pas, le bon comportement lui profite bien. Il faut toujours être conscient quand on fait un soin vétérinaire qu'on sait que c'est pour le bien du cheval, mais nous, on sait, mais le cheval ne sait pas. Donc, si vous mettez un soin sur une blessure ou quelque chose et l'animal, il défend, et on arrête, je ne sais pas, j'ai un spray de désinfectant, quelque chose, je mets le spray, l'animal, il tape, j'arrête le spray parce qu'il est tapé, je suis en train de conditionner la réponse, je suis en train d'éduquer mon cheval de taper. Mieux de mettre le spray pendant qu'il tape ou défend de quelque chose, bouge avec lui. Quand il arrête de défendre, arrête le spray et ajoute un renforcement positif. Peut-être même avec un élément secondaire qui est le cliqueur, ça veut dire faire un bruit comme ça, donne le renforcement positif et renforce le fait que quand tu ne défends pas, tu gagnes. Quand tu ne défends pas, tu gagnes. Et comme ça, on utilise le renforcement négatif, l'enlèvement de tout inconfort et le renforcement positif, le fait d'obtenir quelque chose d'attractif. Donc, quand il comporte bien, enlève l'aversif, ajoute l'attractif, comme ça, il gagne bien. Le medical training avec le chevaux, ça existe. Certains comportements comme donner le pied et tout ça, qu'on fait avec des grands mammifères comme les éléphants et tout ça, on ne fait pas trop, on continue de manière assez traditionnelle, mais je pense qu'on peut être plus intelligent sur la science d'apprentissage, prendre le pied, attendre un enlèvement de résistance, remettre le pied quand il ne résiste pas et renforce le bon comportement. Donc, et sans parler de medical training ou même la science de l'apprentissage, c'est vraiment de rentrer dans une optique où comment faire en sorte que mon cheval profite quand il se comporte bien. Imaginons un cheval, je vais donner un piqûre, il est un petit peu tête haute et tout ça, il risque de prendre et tout ça. Je vais contre-conditionner la réponse. Ça veut dire que dans le kit de désensibilisation qu'on a sur le site, vous avez des seringues. En fait, c'est un stylo, mais ça ressemble très fortement. On frotte, on pique, comme si on veut faire un piqûre. Le cheval va défendre un petit peu. On demande qu'il descende l'encolure et quand il descend l'encolure, on enlève le piqûre et on ajoute un renforcement positif. Assez rapidement, on pique, il descend l'encolure et il attend son renforcement positif. Et donc, on contre-conditionne la réponse, tête rigide, l'encolure très tendue et le cheval qui pointe.
Parce que souvent, c'était conditionné. Le veto, il est venu, il fait un frotte-frotte, il pique le cheval se pointe et l'aiguille s'enlève et tout le monde s'écarte. Donc, le cheval apprend que si je fais ça, je profite, j'enlève la douleur, tout le monde s'écarte, les situations s'améliorent. Donc, ça m'a profite, donc je le fais. Au lieu de, il faut être très conscient, parce que même si on ne veut pas éduquer un cheval, il va apprendre. Donc, ce n'est pas parce qu'il apprend quand on veut qu'il apprenne, il apprend tout le temps. Donc, d'être sûr que dans toutes nos actions, on n'est pas en train d'éduquer le cheval de faire quelque chose qu'on ne veut pas. Personnellement, je pique, je descends l'encolure, j'enlève le piqûre, j'ajoute le renforcement. Donc, le renforcement négatif, c'est l'enlèvement de la piqûre. Le renforcement positif, c'est le fait d'obtenir la bonne. J'ajoute dans ça une descente de l'encolure pour conditionner la réponse. Quand je te pique, descends ta tête. C'est mieux ça, bien sûr, avec si je cherche le veine ou quelque chose, peut-être faire par la même technique, mais il y a toujours une manière de contre-conditionner. Donc ça rentre un petit peu dans l'idée de medical training. C'est d'éduquer le cheval quand tu piques, descendre l'encolure. Ça va relâcher le muscle, le produit va entrer plus facilement et le temps qu'il est en train d'obtenir son renforcement positif, j'ai fini, j'enlève l'aiguille et le cheval il profite bien. Donc, il y a plein de techniques comme ça. Ça peut être avec le vermifuge. Parfois, on fait une simulation avec compote de pommes pour le vermifuge. Et surtout avec le maréchal qui est le propriétaire du cheval. Parce que le maréchal, il n'est pas venu pour éduquer le cheval. Le maréchal est venu pour mettre le fer sur le cheval ou pour parer ses pieds. Donc, c'est très important que nous, en étant propriétaires ou éducateurs de chevaux, parce que tout cavalier a un rôle d'éducateur, même si parfois il se prend pour des pilotes, il faut vraiment mettre dans la tête de le monde des caisses qu'un cavalier, c'est surtout un éducateur d'animal et pas juste un pilote d'un bête. Donc, éduquer l'animal de rester immobile quand on prend le pied, de maintenir la résistance quand il résiste et surtout céder quand il cède et faire en sorte qu'après aller plus loin et habituer le cheval à tout le processus. Même avec le 2-3 ans ici, on habitue le cheval, on prend un morceau de cône, on chauffe un fer et on brûle le cône sur le fer pour que le fumée se monte et tout ça. Et on habitue le cheval à le bruit, à la sensation, à tout, en ajoutant le renforcement positif pour que le cheval fasse une association attractive avec le maréchal. Donc, ils sont tous mous, il fait un petit dodo et on reste avec le jeune chevaux jusqu'au jour où le maréchal ne se pose pas un problème et le cheval fait l'association. Ce processus-là, je peux dormir, c'est calme, c'est cool. Après, s'il y avait eu un accident ou quelque chose, le maréchal qui est piqué avec un clou ou quelque chose qui est sorti trop haut, on peut toujours refaire une éducation là-dessus. Mais faire en sorte, sur le plan associatif, que toutes les interventions, le cheval voit ça comme une chose attractive. Associer la tondeuse avec un renforcement positif, associer l'anti-mouche avec un renforcement positif, associer le maréchal avec le renforcement positif, et surtout que la défense ne lui profite pas, mais l'enlèvement, le fait de ne défendre pas, ça lui profite bien. Et qu'il y a toujours ces deux renforcements. Le négatif, ça veut dire j'enlève la contrainte, le positif, que j'ajoute la chose attractive dans son éducation. Mais c'est au propriétaire de bien éduquer le cheval avant l'arrivée de la dentiste, avant l'arrivée de la vétérinaire, avant l'arrivée de la maréchal et tout ça. Ça, c'est notre rôle. Et faire en sorte que le cheval fait une association. Ah, tondeuse, oh cool, il y a une séance de gratte-gratte, il y a des bonbons. Si, par exemple, comme beaucoup d'écuries malheureusement, la tondeuse, le cheval il réagit, la personne va arrêter la tondeuse, donc conditionne la réaction. Si tu réagis, c'est super, j'arrête la tondeuse. Et après, il commence à punir le cheval quand il fait ce qu'il a appris. Donc, c'est encore pire. Maintenant, le cheval, la prochaine fois qu'il entend la tondeuse, ça veut juste être une catastrophe. On peut aller plus loin. Hein. Après, on met un tourné. Et maintenant, quand il voit la tondeuse, il se dit « Oh, qu'est-ce que je déteste ça !» Et les gens disent « Ah, il déteste la tondeuse. » Il ne déteste pas la tondeuse. Il ne savait pas qu'est-ce que c'était. Il déteste la tondeuse parce que c'était très mal utilisé. Ça veut dire que très mal présenté. Et maintenant, il y a une association entre tondeuse veut dire galéa, tourner, quelqu'un qui râle, quelqu'un qui crie, et quelqu'un qui tire sur le licol. Et parfois je bouge et la tondeuse s'arrête, mais parfois ça n'arrête pas. Et parfois les humains commencent à crier, saccader sur le licol et je finis avec un tourné, quelqu'un qui prend un pied. Et maintenant, c'est la galère totale. Donc, c'est juste associatif. Le chevaux, il ne sait pas qu'il aime ou il n'aime pas. Il apprend par association, ça m'a profite, ça m'a profite pas. Même chose, si vous allez dans le paddock et votre cheval il part, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça, j'aime pas. Donc c'est juste associatif. Les gens disent, ah, il m'aime pas.
C'est pas vu, il n'aime pas les bipèdes, il n'aime pas les humains parce que les humains représentent quelque chose qui ne va pas lui profiter, mais plutôt dégrader sa situation actuelle. Donc, dans tout ce qu'on fait, surtout ce soin vétérinaire, comment je peux faire pour que le cheval profite de la situation le mieux que possible et sur le plan associatif, qui ne fait pas une association aversive, mais plutôt une association attractive. Ouf, plein de choses à réfléchir. Merci pour les questions, c'était une bonne question. Alors, une autre question de Marina Bélanger. Comment travaillez-vous une jument qui tire parfois au renard? Nous travaillons pour qu'elle cède à la pression, qu'elle apprenne à se relaxer, qu'elle soit capable de redevenir calme lorsqu'elle monte en émotion. Merci beaucoup. Après, il y a toute une éducation à faire en main. Je crois par la question que vous avez peut-être fait. Bien sûr, pousser la désensibilisation assez loin avec les drapeaux et tout ça. Il y a différentes techniques. Parfois, je fais un tour sur un barre d'attache. Je maintiens un stimulus avec un drapeau pendant que le cheval tire. Quand il avance, j'enlève le stimulus. Ça se démontre qu'on est un petit peu doué parce que si on fait une erreur avec toute cette corde et toute cette force du cheval en panique, on peut être blessé rapidement ou blesser le cheval. Je pense aussi, il ne faut pas oublier, j'ai travaillé avec des meilleurs chuchoteurs du monde, j'ai un petit peu voyagé partout, c'était de bien comprendre comment le cheval apprend et comment mieux les éduquer pour la sécurité de l'homme, le cheval et la longévité de tout le monde. J'ai vu un petit peu tout ce qui existe. Et je continue dans la recherche d'améliorer ça, parce que c'est vraiment mon objectif d'être parmi les meilleurs du monde dans la compréhension de cet animal. Le truc, c'est qu'il y a un truc, ça arrive même si certains pensent qu'ils sont au-dessus, ce n'est pas le cas, qui s'appelle récupération spontanée. Ça veut dire que si le cheval a appris quelque chose qu'il ne fallait pas apprendre dans sa jeunesse, il y a la possibilité qu'il se revient pendant tout le reste de sa vie. On ne peut pas juste effacer un comportement pour la vie. On ne peut pas être sûr que ça ne revient pas. Et la problématique avec les jeunes chevaux, c'est que les gens qui ne savent pas comment le cheval apprend, qui n'ont pas pris le temps d'apprendre à comprendre et éduquer le cheval correctement, souvent vont mettre un licol sur l'animal, appliquer une pression sur le licol, le cheval va tirer en renard, va partir en arrière parce que ça, c'est le réflexe naturel par rapport à une pression sur la tête. Et à ce moment-là, la personne va relâcher la tension parce que sinon, le cheval va se retourner, pratiquer le mot de poulain et tout ça. Donc, par mauvaise approche, ils ont éduqué le cheval que quand tu tires en renard, la pression s'arrête. Bien sûr, il y a plein d'autres techniques de passer la longe derrière le croupe et éduquer la réponse. Pression sur la tête va dire avance sabot. Mais si l'éleveur ou les premiers éducateurs n'ont pas pris le temps de bien éduquer ou n'ont pas eu de connaissances nécessaires, parce qu'on parle de horseman science, c'est la science derrière la compétence d'un homme de cheval, tout ça, c'est commencé en 2006. Les éleveurs sont très peu intéressés. Donc, ils préfèrent de faire ce que le père ou le grand-père ou l'arrière-grand-père ou ce que quelqu'un a fait en l'année 1840. Donc, il y a un manque d'évolution parce que tradition, c'est toujours plus intéressant. Donc, il y a un manque d'évolution qui fait que tout le monde fait ce qu'ils ont toujours fait. Donc, on obtient toujours ce qu'on a toujours obtenu, qui, statistiquement, ce n'est pas top. Donc, il y a un vrai besoin d'évolution dans le milieu équestre pour que les gens éduquent les animaux un petit peu mieux et faire en sorte qu'avec un poulain, de la partie de très jeune âge, il y a un vrai conditionnement de réponse. Pression de licol veut dire avance sabot. Juste être sûr, quand vous prenez votre jument, si vous partez en courant, que quand la pression arrive sur sa tête, elle part en avant. Si elle fait ça avant que ses pieds partent, il y a un problème. Ça veut dire que cet réflexe-là est plus imprégné dans son répertoire que cet réflexe-là. Le réflexe que tu veux, c'est pression de licol, le sabot, il avance. Et ça, si ce n'est pas conditionné, probablement ce n'est pas existant. Et si ce n'est pas existant, le tir en renard, vous allez avoir. On peut rééduquer le cheval qui était mal éduqué à la base. Bien sûr, de temps en temps, le problème peut revenir parce que c'est un cheminement neuronal. C'est comme un petit départemental entre deux synapses qui a été mis en place et ça ne va pas partir. Vous pouvez remettre des couches de conditionnement de bonnes choses au-dessus, mais de temps en temps, particulièrement si le cheval était jeune, le mauvais comportement va revenir. Mais juste tester. Si je tends le longe et j'agite un drapeau, est-ce qu'elle avance déjà? Et conditionner ça si ce n'est pas le cas. Si je tends le longe et je pars en arrière, quand la pression arrive sur le licol, est-ce qu'elle avance rapidement ses sabots? Et faire attention que le licol, quand il y a la pression de licol, que ce n'est pas facile juste de tirer. Souvent, le licol avec beaucoup de moumoute, le licol plat et tout ça, c'est très facile pour le cheval de tirer contre, ça fait pas mal.
Mais il y a l'école en corde un petit peu plus légère. Quand il tire, en général, c'est désagréable. C'est pour ça que les éducateurs de chevaux, un petit peu partout dans le monde scientifique et éthologie et tout ça, ils utilisent essentiellement de l'école fine. C'est pour éduquer le cheval, d'être sûr que le cheval n'apprend pas de tirer. Parce que si c'est juste tirer, brûler la main des cavaliers et partir, ben ça c'est trop facile. Donc le cheval va refaire ce comportement. Faire en sorte que c'est inconfortable de résister et surtout confortable quand il cède. Ça va demander un petit peu d'être un petit peu doué dans le tact, d'être capable de résister quand il y a résistance et l'enlèvement de toute résistance quand le cheval cède. Ça peut être renforcé à nouveau par renforcement positif. Pression quand tu résistes, obtenir quelque chose d'attractif quand tu cèdes. Et après, être capable de désensibiliser le cheval déjà en main avec un maximum de stimulus sans que le cheval réagisse. Et bien vérifier qu'il y a un fort conditionnement sur pression sur le licol veut dire avance sabot maintenant, pas un petit peu plus tard, que c'est un réflexe. Et répète jusqu'à ce que ça devient un réflexe. Et après, quand on attache le cheval, la pression de licol, tout de suite le cheval va avancer ses sabots. Sauf que s'il y avait une mauvaise éducation à la base, à la part de l'éleveur ou je ne sais pas quoi. Merci pour la réponse. Alors, Valentine, quel type d'exercice peut-on travailler à pied quotidiennement pour préparer un cheval difficile à embarquer dans un vent? Merci. Déjà, est-ce que le cheval cède bien le licol? C'est la première chose. Parfois, je rentre un petit peu, je ne vais pas trop loin. C'est un défaut de professionnel, je ne vais pas trop loin dans la psychologie et dire il faut travailler le cheval à l'extérieur. Et quand il va dans le vent, rendre ça très confortable avec renforcement positif, que le cheval voit qu'à l'extérieur, il est travail, à l'intérieur, il est repos, qu'on transforme le mortuaire en sanctuaire et que le vent devient un échappatoire. J'adore d'aller dans le vent parce que le travail s'arrête et il y a le renforcement positif. Donc là, il y a toute la psychologie derrière. Et parfois, je prends le cheval, j'arrive et quelqu'un dit, voilà le cheval qu'on ne peut pas mettre dans le vent. Super, merci. Je prends le cheval, je tourne le longe et comme la question précédente, tout ce que j'ai, c'est un gros réflexe de tir en renard ou quelque chose comme ça. Et je dis, en fait, il n'y a pas de réponse à la licol. Donc, si je ne peux pas connecter le licol à ses pieds, je ne peux pas mettre ses pieds dans le vent. Et tous les exercices et toute la psychologie de tout le horsemanship se connectent un petit peu avec le chargement dans le vent. C'est pour ça que on utilise souvent ça en démonstration. Le fait d'utiliser le contre-conditionnement, tu travailles derrière le vent et quand tu vas dans le vent, c'est confortable. Donc, quelque chose qui était aperçu à la base comme quelque chose de désagréable prend une connotation agréable. Le fait d'utiliser la pression sur le licol et la pression avec le stick et quand le cheval avance, la pression s'arrête. Donc, la vraie maîtrise de le renforcement négatif. Le fait d'ajouter le renforcement positif dans le vent. Le fait d'avoir le contrôle de ses pieds. Si le cheval arrive vers le vent, et se décale un petit peu sa fesse vers la gauche et la droite, est-ce que vous avez un déplacement latéral? J'ai mis en place un travail au sol qu'on fait dans le step 1 de le programme Horseman Science où il y a 10 fondamentaux et les 10 fondamentaux commencent avec éduquer le cheval de reculer, éduquer le cheval d'avancer, éduquer le cheval de déplacer l'arrière-main, éduquer le cheval de déplacer les épaules et après il commence à combiner les choses. Désensibilisation, de tout le processus de désensibilisation et après éduquer le cheval de déplacer latéralement et quand on peut faire tous les exercices là, c'est pour ça le chargement dans le vent en stage, je fais très souvent le dimanche. Le samedi, je mets tout en place pour réussir et le dimanche, je sais que je vais réussir parce que je mets tout en place pour la réussite, mais il n'y a pas juste un exercice ou deux. Il y a est-ce que le cheval cède en arrière, sinon je risque de mettre le cheval dans le vent, il bloque un petit peu, ou quand il recule, il panique, il recule trop vite parce qu'il n'est pas vraiment appris à diagonaliser et reculer calmement. Donc je mets le cheval un petit peu dans le vent, j'ajoute le renforcement positif, je recule, je fais un petit peu de travail, souvent le déplacement latéraux, donc déplace le cheval latéralement vers la gauche, latéralement vers la droite, reculer, avancer, isoler l'arrière-main, isoler l'épaule, avance, tension sur le licol, tape sur la fesse, avance un petit peu dans le vent, stop. Si tu défends, la pression se continue. Quand tu avances, la pression s'arrête. Renforcement positif. Et en utilisant la notion d'inconfort et confort, c'est vieux, hein, mais il y a encore beaucoup de boulot à faire avant que tout le monde comprenne. C'est inconfortable quand je travaille derrière, confortable dans le vent pour que le vent devienne attractif. J'adore le vent parce que c'est là où le travail s'arrête. Quels exercices? Est-ce que quand tu tournes le longe, ses pieds avancent vraiment? Ça veut dire que est-ce que je peux trotter le cheval avec le longe entre le pouce et l'index? Sinon, si j'ai besoin de tirer 600 kg de cheval, ça ne va pas aller dans le vent.
Parce que 600 kg de cheval est plus fort que moi. Mais si vraiment j'ai conditionné la réponse, pression de l'école va dire avance sabot, je vais mener le cheval dans le vent comme ça. Est-ce que j'utilise la psychologie? Est-ce que le cheval voit le vent comme quelque chose d'attractif? Si vous avez la difficulté, apparemment non. Si le cheval voit le vent comme attractif, on a plus la difficulté d'éviter que le cheval va dans le vent. Moi, je ne peux pas faire une démonstration en liberté avec mes chevaux s'il y a un vent avec le pont ouvert. Ce n'est pas possible. Le cheval, il va dans le vent. Pourquoi il va dans le vent? Parce que pour eux, c'est très attractif. Il y a un mangeoire et en aucun cas, je vais le faire travailler dans le vent. Donc, c'est un endroit qui est très, très attractif. Mais j'utilise la psychologie, le contre-conditionnement. Travaille, va dans le vent, cool, mange. Gratte. Qu'est-ce qu'on est bien dans le vent. Et après un petit peu de travail, le cheval, il commence à vraiment dire « Oh, si je pouvais juste aller dans le vent, ça va être trop bien. » Après un voyage, il va dire « Oh, c'était moins bien maintenant. » Et tu refais le travail. Mais faire en sorte que le cheval, c'est plus psychologique que technique. Dans une question bientôt, quelqu'un va me demander les techniques pour attraper un cheval au prix. Il n'y a pas une technique. C'est associatif, c'est la psychologie qui est le problème. Le cheval, il voit l'arrivée de la bipède, il pense que ça va dégrader ma vie, donc il part. Donc, comment je peux utiliser un petit peu plus l'intelligence, un petit peu plus de psychologie et faire en sorte que quand le cheval il voit le bipède, il dit « Ah, ça va être cool. » Donc, si le cheval il ne veut pas aller dans le vent, il voit le vent, il dit « Ah, ça va pas être bon. » OK. Mais au lieu de chercher une technique pour obtenir mon objectif, comment je peux faire en sorte que le cheval gagne en faisant ce que je veux? Un homme de cheval est toujours intéressé et se pose toujours cette question. Au lieu de comment je peux profiter, il pose la question comment mon cheval peut profiter en faisant ce que je veux. Comment je peux faire en sorte que mon cheval il gagne en faisant ce que je veux. Parce que si mon cheval il gagne, c'est sûr que je gagne. Mais comment je peux organiser la situation pour que le cheval il pense que lui il gagne? Donc oui, technique, est-ce qu'il sait d'aller à l'école? Est-ce que vous avez le contrôle de l'arrière-main? Est-ce que vous avez un panoplie d'exercices que vous pouvez faire derrière le vent pour occuper ses pieds, pour qu'il apprécie le calme dans le vent? Mais surtout la psychologie. Comment organiser la situation pour que le cheval trouve que le vent, c'est le paradis? À ce moment, peut-être il pense que c'est l'enfer. Mais l'enfer peut devenir un paradis, n'inquiète pas. C'est juste associatif. C'est juste que, et si vous mettez la pression au mauvais endroit, par exemple, il est derrière le vent, quelqu'un est en train de tirer sur le licol, 3 personnes derrière avec un chambrière, là, vous allez tout bousiller. Parce que là, le cheval va faire une association. Le vent, c'est l'enfer. Mais moi, ce que vous avez besoin de faire, c'est de mettre en place les situations où le cheval pense que le vent, c'est le paradis, c'est trop bon. Et là, il faut utiliser plus de psychologie. Il y a plein de techniques. Vous allez sur un site ou quelque chose. Dans tous nos programmes, dans le STEPA, on regarde toutes les techniques de chargement dans le vent. Mais bien plus que la technique, c'est le principe. Comment utiliser la psychologie correctement que mon idée et son idée deviennent la même idée. Pour l'instant, mettre le cheval dans le vent, c'est votre idée. Ce n'est pas exactement l'idée de votre cheval. Comment organiser la situation pour que le cheval il pense qu'il gagne en faisant ce que tu veux? Là, ça va demander un petit peu de réflexion. Pour tout le monde, ça c'est super avec ces questions, c'est que quelqu'un pose la question et je réponds à la question et ça va aider bien plus que la personne qui a posé la question. Merci énormément d'avoir posé la question, mais la réponse va aider beaucoup de gens s'ils sont capables de réfléchir sur comment je peux faire en sorte que mon cheval gagne en faisant ce que je veux. Ah, très bonne question. Alors, question suivante. Edith, bonjour Andy, comment faire pour aller chercher son cheval au champ quand il fout le camp à notre approche? Peu importe l'approche, ça prend parfois 35 minutes, voire plus. Je ne parle pas juste pour moi, mais aussi pour quelques-unes de mes pensionnaires et bien d'autres personnes, j'en suis certaine. Oh, bien sûr, ça rejoint ce que je viens de dire. C'est des bonnes questions qui aident énormément de monde. Et c'est pour ça que je me suis dit à ces questions-là. Je vais répondre à toutes les questions parce que on est très nombreux d'être dans la même situation. Donc, par rapport à cette question, donc, si le cheval, quand on va dans le paddock, il voit l'arrivée de la bipède et il part, c'est une problématique associative. C'est un petit peu comme ce que je parlais avec le vent. C'est une problématique associative où le cheval dit « Ah, ça va dégrader la situation ». Mettez-vous à la place d'un cheval, il pose la question « Ça va me profiter et ça ne me profite pas ». Donc, quand il voit un vent, est-ce qu'il dit « Ça va me profiter » Oui, parce qu'il n'y a pas de travail dedans, parce que c'est cool, parce qu'il y a des gratte-gratte et des bonbons. Ou non, ça ne va pas me profiter parce qu'il va avoir un bipède en train de tirer sur l'école, un autre qui va me fouetter avec une chambrière.
et 5 hommes qui se tuent à gauche et à droite en train de donner leur avis et gueuler en même temps. Donc oui, dans un cas où l'associatif, j'ai parlé avant de la tondeuse, est-ce que le cheval fait une association à tondeuse, séance de massage, gratte et bonbons, ou est-ce qu'il fait séance de tournée, palefrenier qui crie et quelqu'un d'autre qui gueule et quelqu'un d'autre qui frappe et tout un mauvais timing de conditionnement? Est-ce que c'est une association très aversive ou très attractive? Le cheval va faire les associations avec tout son monde sensoriel. Il fait les associations avec les odeurs. Le cône qui brûle avec le maréchal, l'odeur de l'anti-mouche, l'odeur de la vermifuge, l'odeur de médicaments dans son nourriture, je ne sais pas. Association ou attractive, j'aime bien cette odeur, ou là là, pas une bonne odeur celui-là. Le bruit de l'eau-parleur, le bruit je ne sais pas, ça peut être même le bruit de le vent, ça peut être le bruit parfois avec les chevaux d'obstacle, le bruit d'un cheval qui touche un obstacle, on est dans l'échauffement, il y a un autre cheval qui tombe à bas et soudainement mon cheval il explose. C'est associatif, oh, la dernière fois j'ai entendu ça, c'est mal passé. Le cloche qui sonne juste avant qu'on entre sur la piste et le cheval il entend le cloche et déjà il est en train de sauter les obstacles invisibles. Donc c'est associatif, il fait des associations visuelles avec tout ce qu'il voit. Il fait les associations avec tout son monde sensoriel, tout ce qu'il entend, tout ce qu'il voit, toutes les odeurs, toutes ces choses-là. Notre rôle, c'est de faire en sorte qu'il fait les associations attractives et pas aversives dans les situations qu'on a besoin qu'il accepte. Donc aussi, le cheval va faire les associations avec les humains. Quand il voit un humain, il est dans un box, est-ce qu'il couche les oreilles? Il dit « Oh, mais ces trucs-là, mais qu'est-ce que ça me gonfle? Ils sont horribles, ces primates. » Ou est-ce qu'ils mettent les oreilles en avant et disent « Oh, t'as pas un bonbon dans ta poche là, ou quelque chose, un petit gratte pour moi peut-être, ou on ne peut pas sortir de la box, un peu de foin, qu'est-ce que... » Je vais aller pas... Et s'il est comme ça, je déteste les bipèdes, ou s'il est comme ça, oh cool, c'est déjà 7 heures, tu ne peux pas arriver un peu plus tôt? Et quand on va au paddock, c'est pareil. Est-ce que le cheval il fait ça? Ah cool, arriver des bipèdes. Ou est-ce qu'il fait oh non, je préfère de rester avec mes amis? Donc, la question à poser, c'est comment je peux faire en sorte que quand le cheval voit le bipède, il pense ah cool, au lieu de penser oh merde. Donc, ça nécessite, moi personnellement, j'ai toujours un renforcement positif dans la poche. Je vais aller voir le cheval, faire un petit gratte. Parfois, je vais aller juste enlever un petit peu de boue et tout ça, particulièrement à ce moment. Gratte le cheval, enlève un petit peu de boue, donner un bonbons, passe un moment avec eux et après voir dans le paddock à côté. Et que le cheval, il est associé, souvent j'amène la nourriture, bien sûr, le foin et tout ça. Que le cheval fait l'association attractive, bien sûr. Il y a différence entre la personne qui arrive avec un seau avec le granulé et la personne qui arrive avec le licol. Il voit bien la différence. Les chevaux, ils sont très, très perceptifs. S'il n'était pas perceptif, il n'est pas survécu le dernier quelques millions d'années. Donc, quand il va arriver avec un licol, il dit « Ah, ça... » Mais même ça, parfois, souvent, je mets le licol, particulièrement le soir, je mets le licol, c'est pour aller au box et manger. Donc, le cheval dit « Ah, cool, j'aime bien. Ah, il est arrivé. » En été, quand il y a plein de mouches, j'arrive avec le licol, ils arrivent au galop. C'est, oh oui, enlevez de toutes ces mouches-là, va aux écuries et avoir un moment cool. Et en plus, le foin, il est bon. Mais si chaque fois que j'attrape le cheval, c'est pour travailler, c'est normal que bientôt, vous ne pouvez pas attraper le cheval. Vous allez dire, oui, mais bon, j'ai mon cheval en pension, je ne vais pas aller là-bas juste pour attraper et aller brouter. Ben, si tu ne peux pas faire, demande quelqu'un d'autre de le faire. Mais fais en sorte que le cheval ne va pas faire l'association. Arrivée de humain veut dire ou soin vétérinaire, quelque chose de désagréable, ou équitation. N'oubliez pas, c'est nous qui choisissons l'équitation. Les chevaux, ils ne sont jamais levés le sabot un jour en disant oh, « quand je suis grand, je vais faire dressage ». C'est nous qui choisissons ça. Donc, c'est notre plaisir. Mais donc, c'est normal qu'après un moment, le cheval il dit « oh, reste ici avec mes potes et manger l'herbe ou aller dans la carrière et tourner en rond ». Je préfère de rester ici, mais on peut jouer avec ça. On peut dire, ok, mais comment je peux faire en sorte que le cheval, il pense qu'il profite de mon arrivée, ou avec gratte, ou avec bonbons, ou d'aller quelque part et manger quelque chose de mieux, pour que l'arrivée de l'humain représente une amélioration de cette situation et pas une dégradation de cette situation. Si le cheval est difficile d'attraper, l'humain représente une dégradation de cette situation. Peut-être, probablement, c'est possible, ce n'est pas la réponse que tu veux une technique, il n'y a pas.
Une fois, oui, tu peux chasser le cheval jusqu'à faire faillite, plein de techniques, mais les techniques, tu ne veux pas une technique. Parce que la technique, ce n'est pas le problème, ce n'est pas l'absence de technique, c'est la problématique psychologique. C'est comment je peux faire en sorte que mon cheval pense qu'il gagne quand qu'il veut profiter de la situation. Une fois, des questions, un vieux homme de cheval aux États-Unis, un petit peu moins diplomate que moi, un petit peu, surtout pas du tout commercial, mais vraiment intéressé par les chevaux, mais pas du tout par les humains. Un monsieur qui s'appelle Ray Hunt, et quelqu'un a posé la question, comment tu fais pour attraper, comment je peux faire pour attraper mon cheval, je n'arrive pas à attraper mon cheval, est-ce que tu as une technique? Il dit non, je n'ai pas de technique, mais essaye d'être moins chiant. Donc je dis, ouf, ça c'était un petit peu brutal, mais sur un côté, même si le mot, je ne vais peut-être pas employer cette utilisation de mots, mais je comprends ce qu'il voulait dire. Ce qu'il voulait dire, c'est que, ok, le cheval, quand il voit l'humain, comment je peux faire en sorte qu'il dit plus « ah cool » que « ah merde ». Donc, réfléchir sur ça et essayer de rendre l'association avec les humains. C'est pareil quand on enlève l'école. Si le cheval s'en va vite, ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire? Comment je peux faire? Le parti relationnel est très important. Peut-être pas pour tout le monde. Ailleurs qui veut juste monter le cheval, avoir la sensation de monter sur un bête. Ok. Moi, le parti relationnel est très très important. Si j'arrive et mon cheval est difficile d'attraper, ça va me gêner. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Si je relâche le cheval et le cheval il se bat vite, ça veut dire qu'il a plus envie d'être ailleurs et pas avec moi. Donc, comment je peux faire? Moi, personnellement, j'enlève le licol et je donne un bonbon et un petit gratte-gratte et moi, je quitte le cheval, mais le cheval me quitte jamais. Il faut pas. Un homme de cheval, c'est l'homme qui quitte le cheval, c'est pas le cheval qui quitte l'homme. Donc, il y a plein de choses dans la compétence d'un homme de cheval qui c'est pas des techniques, c'est la psychologie, c'est des principes, c'est des choses qui sont bien plus importantes que la technique équestre. Et pour moi, pendant trop longtemps, l'équitation a été réduite aux techniques équestres. Bien, technique équestre, c'est bien, mais des principes et des psychologies équestres est bien plus important pour moi personnellement que juste les techniques équestres. Donc, comment je peux faire en sorte que le cheval peut passer un bon moment? Comment je rends l'équitation le plus agréable que possible pour mon cheval? À partir de tout, pas juste le parti monté, mais toute la relation équestre. À réfléchir. Alors, Carole, comment gérer les chevaux qui présentent de la frustration au travail et qui s'opposent fortement aux demandes? Toute possibilité d'inconfort physique éliminée. Ok, s'il n'y a pas une problématique physique, c'est déjà bien, Carole, d'avoir posé cette question-là. Est-ce que le cheval est physiquement bien? Le cheval, normalement, n'a aucune raison d'opposer une demande s'il gagne avec la bonne réponse. Donc, moi, je vais poser la question, est-ce que le cheval profite assez? Ça veut dire que n'importe quelle chose que je demande, si je manque qu'il recule, je commence avec une aide très légère, j'augmente la pression. Quand il répond bien, la pression s'arrête tout de suite. Le cheval, il profite. Donc, il peut profiter de la situation. S'il profite, il ne veut pas dire « je préfère de faire autre chose ». Il n'y a aucun cheval qui est sado. Donc, il ne veut pas dire « je préfère de résister, de faire autre chose, d'être inconfortable ». Tous les chevaux du monde ont envie d'être confortables. Donc, s'il savait qu'est-ce qu'il pouvait faire pour être confortable, il le fait. Dans l'équitation actuelle, souvent, le cavalier utilise les aides pour obtenir une réponse, au lieu d'utiliser l'enlèvement de l'aide pour éduquer la réponse. Une aide ne veut pas aider un cheval. Une aide, c'est un très joli mot pour une gêne. Ça gêne le cheval et lui, le seul intérêt qu'il a, c'est de savoir qu'est-ce qu'il peut faire pour que la gêne s'arrête. Garde le cheval dans tes aides. À ce moment-là, il veut péter un câble, il veut te foutre par terre parce qu'il n'aime pas être gardé dans les aides. Il veut juste savoir quand il y a une jambe qui arrive, si je fais ça, la jambe s'arrête, si je fais ça, la jambe s'arrête. Le mât qui arrive, impression buccale, qu'est-ce qu'il peut faire pour que ça s'arrête? L'animal, tous les animaux, pas que le cheval, a besoin du contrôle de son environnement. Donc, il faut poser la question, est-ce que mon animal, parce que toi, tu es en train de poser la question pour gérer ton cheval, mais est-ce que ton cheval est capable de te gérer? Est-ce que vous êtes gérable? Est-ce que le cheval est capable de gérer l'homme? Que l'homme peut gérer le cheval, c'est une chose, mais dans la relation que je mets en place avec le cheval, moi, je gère le cheval et le cheval a l'impression de gérer son handi. Ça peut-être semble un petit peu bizarre ce que j'ai dit, mais chaque fois que je mets une pression de jambe, le cheval sait qu'est-ce qu'il peut faire pour que la pression s'arrête. Si je demande qu'il recule au sol, il sait qu'est-ce qu'il peut faire pour que la pression s'arrête. Si je demande qu'il tourne, il sait exactement qu'est-ce qu'il peut faire pour que je descende en énergie et la pression s'arrête. Si je lève le chambrière,
Il sait que si j'accélère mes pieds, le chambrière se descend. Lui, il gère le chambrière. Lui, il gère moi-même. Monter au sol. Moi, je gère le cheval gère mes actions. Moi, je suis opérante dans la demande. Je mets la demande sur lui, mais lui, il sait comment enlever la demande. Donc, je me pose la question, si le cheval oppose, je ne vois pas pourquoi ou pour quelle raison, à part qu'il ne profite pas assez, que lui n'a pas l'impression que s'il répond correctement, il gagne. Sinon, il n'a pas l'intérêt d'essayer de perdre. Lui, il veut bien gagner. Donc, que moi je gagne, que le cheval gagne aussi. Donc, sur relativement récent, mais pas autant que ça, dans toute résolution de conflits humains et dans toute manière de trouver une solution dans une problématique humaine, on sait que la situation idéale, c'est win-win, que tout le monde gagne. Et dans l'équitation, on peut avoir la même chose, sauf que c'était toujours amené que c'était une machine militaire et qu'on demande que faire, il faut briser, casser, je ne sais pas quoi. Demande le cheval, il faut qu'il respecte son leader et tout ça. Tout ça, ça ne m'emballe absolument pas. Ce que je cherche, c'est que moi, je pose la demande et le cheval gagne en faisant ce que je veux. Donc, lui a l'impression de gagner. Laisser le cheval gagner, une phrase que je dis très très souvent. Je mets une demande, je mets une pression en place, ça peut être dans sa bouche, ça peut être au sol, n'importe lequel. Mais le cheval peut toujours trouver la solution pour obtenir le relâchement et gagner dans la situation. Donc, si le cheval oppose aux demandes, je me pose la question, est-ce qu'il a assez clarté en première dans la demande? Est-ce que c'est très clair? Est-ce que c'est très très exclusif? Par exemple, parfois, les gens ils utilisent la bouche pour le frein, mais aussi pour la friction, et aussi raccourcir des rênes avant qu'il accélère. Il fait tellement de choses avec la pression dans sa bouche, le cheval il ne comprend rien. Donc après, il dit, il ne répond pas. Ben, il ne répond pas, ce n'est pas clair. À partir du moment où vous pouvez partir vers le plus grand embouchure, mais à partir du moment où ce n'est pas clair, il ne peut pas répondre. Quand je suis venu en France, je voulais acheter des légumes dans un supermarché. Une dame, elle dit, il faut peser les légumes. Je ne parlais pas français, donc je dis, je ne comprends pas, madame. Désolé, je ne parle pas français. Je crois que j'ai dit. Elle dit, il faut peser, monsieur, il faut peser les légumes. Mais ce n'est pas la peine de gueuler, je ne comprends pas. Et souvent, quand je vois les gens, ils partent vers l'augmentation des embouchures de pelham et tout ça. C'est exactement la même situation. Le cheval ne comprend pas. Donc, est-ce que c'est très clair? Est-ce que le cheval gagne en faisant ce que tu veux? Que tu gagnes, c'est aucune importance pour le cheval. Donc, est-ce que le cheval peut gagner? Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce que dans chaque demande, chaque pression, chaque stimulus qu'on impose sur un cheval, est-ce qu'il y a une solution? Parce que s'il n'y a pas une solution, là, obligatoirement, il y a une défense, une résistance ou une fuite. Donc, est-ce que le cheval peut gagner? Quand je pose la demande, est-ce que c'est très clair? Est-ce que c'est exclusif? Est-ce que ça peut être confondu avec autre chose? Et si le cheval peut comprendre la demande, quand il répond bien, est-ce qu'il gagne? Et s'il gagne, je ne vois aucune raison pour laquelle le cheval va opposer. Juste pour être opposant, juste pour être irrespectueux et tout ça, ça n'existe même pas. On entend souvent parler des chevaux irrespectueux, ça n'existe pas, c'est mal éduqué. Un cheval ne peut pas être irrespectueux. La notion de respect par rapport à l'humain, toute l'histoire de dominance inter-espèces, ça n'existe pas. Il y a une histoire d'hierarchie intra-espèces, dans une hiérarchie de groupe de chevaux, mais il n'y a pas une hiérarchie entre les humains et les chevaux. Ça, c'est juste un mythe qui a été mis en place dans l'absence de la science. Mais dans la science, où on est vraiment dans quelque chose de pur par rapport de l'éducation de cet animal, on est plus sur l'idée comment je peux faire en sorte que mon cheval profite en faisant ce que je veux, parce que si lui profite, moi je veux bien profiter. Mais si le cheval ne profite pas, moi je ne profite pas longtemps non plus. À réfléchir. Alors, une question de Mathilde. Bonjour l'équipe. Comment préparer un cheval au mieux à tolérer les erreurs de son futur cavalier? Ah oui, ça, on a tous le même problème. Hein? Je comprends très bien la question, Mathilde. Souvent, quand je débraye un cheval, moi maintenant, parce que je débraye les chevaux plus en plus pour des bonnes cavaliers, et je débraye moins en moins chevaux, plutôt juste pour moi maintenant. Mais à l'époque où je débrayais, c'était vraiment mon métier, c'était toujours une vraie préoccupation, une vraie idée dans ma tête qui était assez désagréable. Ok, j'adore cette petite bête, ça commence à aller vraiment bien, mais
le propriétaire monte, sans être égoïste, elle monte moins bien que moi, ou elle est moins tactique que moi. Donc, elle va faire les erreurs. Donc, il faut que je fasse attention de ne pas trop bien éduquer le cheval. Très bizarre ce que je viens de dire, mais c'est important. Une autre histoire, j'ai éduqué pas mal de chevaux pour les handicapés, donc les gens qui sont souvent paraplégiques, les jambes ne marchent pas. Donc, ce que je fais dans cette situation-là, c'est que je tombe sur le côté un petit peu, j'arrête le cheval et je descends, jusque quand je tombe, littéralement, je me foutais pas terre à l'époque, que le cheval s'arrête tout de suite, qu'en aucun cas le cheval fuit, ou si j'ai peur de l'équilibre, il s'arrête tout de suite. Et j'étais obligé de faire ça, et j'étais obligé de balader un petit peu à gauche, à droite, et sur le cheval comme ça, c'est pas idéal pour le cheval, mais j'étais obligé de le faire, parce que je n'ai pas éduqué le cheval pour moi, j'ai éduqué le cheval pour cette personne-là. Si le cheval est trop bien éduqué, le pauvre, elle va galérer. Imaginons que si je bloque le bassin, c'est pas un bon exemple, parce que les hémiplégiques, souvent, ils ont peu de contrôle du bassin. Mais si, par exemple, j'ai un cheval, un cavalier qui ne monte pas très bien, qui n'est pas en très bon équilibre, et moi, je bloque le bassin, le cheval s'arrête dans le foulée, et le cavalier qui monte moins bien va monter, le bassin va bouger dans tous les sens, le pauvre cheval va être perdu. Pas que monter comme la personne qui va monter le cheval, je n'ai pas 50 solutions. Bon, en général, je débraye le cheval tous pareil à la base et après j'adapte. Et j'adapte à la cavalier un petit peu et je dis, ok, Madame Pampa, elle va avoir un petit peu moins d'équilibre, donc il faut que je balade un petit peu. Ses jambes vont peut-être gripper un petit peu, donc je ne vais pas rendre le cheval trop fin à la réponse à la jambe. Et aussi, un truc qui est très important, c'est que je prends le temps avec le propriétaire pour essayer d'aider un maximum. Mais bien sûr, dans un centre équestre, dans un club ou quoi, tout le monde qui achète un cheval, qui commence à monter un cheval, va faire les erreurs parce que dans toute discipline qui existe, on fait les erreurs. Tout le monde fait les erreurs. Il n'y a pas de solution à ça. Donc, comment faire en sorte que face aux erreurs, le cheval ne réponde pas trop mal? Juste avoir un cheval basique, bien sur la base. Un accélérateur, un frein, très important, et le contrôle de direction. Et après, aider le propriétaire avec au maximum. On ne peut pas demander le cheval d'être tolérant. À l'époque, il va en parler à un moment maintenant, il y a plusieurs années, d'un cheval mécanique, je crois que c'était à l'ENE ou quelque part, Percival ou quelque chose, un cheval comme un robot. Et je me suis dit, ça aurait dû être bien si tous les débutants pouvaient commencer avec des robots, comme ça on sacrifie moins de chevaux. Mais c'est vrai qu'avec des cavaliers amateurs, avec des cavaliers qui apprennent à la base, les chevaux sont quand même un petit peu un agneau de sacrifice. C'est horrible de dire ça, je sais pas. C'est quelqu'un qui me disait cette phrase une fois, j'étais touché, je me suis dit, oh, mais c'est horrible. Je dis, oui, mais il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution à ça. Et en plus, on ne peut pas demander le cheval d'être tolérant à nos incompétences. Donc, on fait le mieux qu'on peut. Et moi, je pense, désensibilise le cheval un petit peu plus que ce que tu veux et rendre le cheval un petit peu plus tolérant. Je désensibilise un peu plus pour les autres. Je mets et j'enlève le veste et je fais quelques erreurs avec la bouteille d'eau. Je tombe un peu sur le côté et après, je mets un code vocal pour mettre un petit peu plus en avant parce qu'on ne devrait pas faire trop d'erreurs avec la bouche, mais parfois avec l'équilibre et la pression de jambes et la main. Il y a beaucoup d'erreurs avec les débutants. Et donc, j'ai mis en place un vrai wow vocal, un accélérateur vocal, un appel de langue. Et j'ai essayé de faire en sorte que le cheval peut être le plus tolérant que possible. Et je me permets malheureusement de faire quelques erreurs avec le cheval, juste pour être sûr que ça va aller. Parce que si le cheval est très très éduqué, mais l'humain n'a pas le même niveau de son cheval, le couple ne va pas fonctionner et c'est quand même dommage. Mais on est obligé de désensibiliser un petit peu plus et d'avoir le cheval un petit peu moins finement éduqué. C'est pas idéal pour le cheval. Idéal pour le cheval, c'est que tout le monde monte. Il y a des mini, je ne sais pas, Marcus Henning ou quelque chose partout, mais bon, les gens qui montent à ce niveau-là, ils sont très très peu nombreux. Donc, on ne peut pas demander à tout le monde de tourner en Grand Prix. On monte le mieux qu'on peut et c'est sûr que pendant que quelqu'un apprend, il va faire les erreurs. Essayez de rendre le cheval le plus tolérant que possible avec un léger dépassement de le niveau de désensibilisation nécessaire pour tout le monde. Alors, une question d'Eugénie. Bonjour, comment faites-vous pour calmer un cheval? J'ai un étalon que j'ai commencé à mettre en liberté, mais il est assez compliqué à garder concentré, car un rien le distrait et surtout il est compliqué à garder calme auprès de moi. Souvent des problèmes au sol, aux montées,
tous les problèmes, si on réduit le problème vers la base de le problème, on peut dire, ah, tu as perdu le contrôle de ses pieds. Quelqu'un est embarqué par un cheval, tu dis, ah, tu as perdu le contrôle de ses pieds. Il y a un cheval qui s'arrête face à un obstacle et la personne tombe, tu dis, ah, tu as perdu le contrôle de ses pieds. Et même si on réduit le truc au maximum, c'est ça. Et si j'ai un cheval au sol qui est pris par l'environnement et pas pris par moi, c'est parce que j'ai perdu le contrôle de ses pieds. Là où tu ajoutes une vraie difficulté, c'est que c'est un étalon. Un étalon est très intéressé par l'environnement extérieur, surtout quand il est libre. Il est surtout intéressé par une chose en étant un étalon, et ça c'est son défi. C'est un animal, c'est pas un humain. Le besoin de reproduire et de reproduire dans son espèce et tout ça, c'est hyper important. Il ne peut pas intellectualiser ça. Donc, c'est hyper important pour eux, c'est tout ce qui l'intéresse. Et nous, on n'est pas très intéressant. Pour un étalon, il faut être éduqué avec beaucoup de rigueur si on veut qu'il soit très intéressé par nous, parce qu'il y a tout un élément de besoin sexuel et de testostérone qui fait qu'il y a plein d'autres choses qui veulent apprendre. Je trouve que, après, j'ai dit les choses avec plus de transparence que possible, en essayant de ne pas blesser. Après, je fais un bon boulot de blesser pas mal, mais je dis les choses comme ils sont. Il y a très peu de cavaliers qualifiés d'avoir un étalon. Après, chaque fois que je dis ça, les gens disent « Oui, mais moi, j'ai gagné à la mode Buffron. » Et je redis, il y a très peu de cavaliers qualifiés d'avoir un étalon. Avec le patron que j'ai eu aux États-Unis, le niveau qu'il fallait avoir pour avoir un étalon, c'était mon niveau. Si tu n'es pas le même niveau que moi, tu ne peux pas avoir un étalon. Peut-être c'est un niveau un petit peu en dessous, parce que là, il y avait un système de niveau et tout ça, j'ai monté assez haut. Mais j'ai travaillé avec lui 5 ans, j'ai fait 350 débrages chez lui, des chevaux, des mustangs, des mules, un ours, tout ça, avant que je pouvais commencer à travailler de manière répétitive, pas mal des étalons. Mais le niveau pour avoir un étalon, lui, il a mis ça très haut. Il avait quelques mauvaises expériences avec des cavaliers non formés en Californie. Une dame qui était tuée dans une écurie par un étalon. Le étalon était toute frustrée. Elle ne savait pas tout ce qu'il fallait savoir. Et elle était mordue sur la gorge et la dame, elle est morte. Donc, c'est horrible comme histoire, mais je dis ça parce que cette dame-là, elle n'avait aucune place dans la vie d'un étalon. Elle n'avait pas le niveau. Je ne dis pas que c'est votre cas. Je dis simplement que les étalons, oh oui, mais moi j'ai un, il est ibérique, il est adorable. Ok, super. Mais ce n'est pas le truc que j'ai dit. Je dis que les étalons, c'est quand même, ça demande un savoir-faire et un savoir-être important. Et après, elle pose la question, est-ce qu'il a besoin d'être étalon? Si son papa c'est un champion du monde et la mère aussi, et qu'il est probablement destiné d'être un crack et tout ça, et même là, il y a des solutions parce qu'on peut toujours récolter les semences, mais est-ce qu'il a besoin d'être étalon? Faites attention, j'espère que ce n'est pas le cas à vous, je n'imagine pas, mais parfois aux États-Unis, j'ai eu des situations où les gens disent « Ah oui, mais bon, je ne vais pas enlever son masculinité. » Je dis « Mais c'est même pas un débat, c'est cruel de garder le cheval étalon. Il était séparé des autres, il n'a pas de vie de social, il n'a aucun contact social, il est frustré en permanence. Est-ce qu'on a besoin d'avoir autant les étalons? Il y a largement assez dans le monde. Donc, juste, je dis ça, après j'espère qu'on prend ça le mieux que tu peux. Mais il est très important de bien poser les questions. Est-ce que j'ai le niveau pour cet animal? Et je dis ça simplement par rapport à votre sécurité, parce qu'un étalon, ça demande une vraie éducation à la longe et un vrai contrôle sur ses pieds. Quand je bosse avec les étalons, il peut faire rien avec ses pieds qui ne vient pas de moi. Si ce n'est pas moi qui ai demandé qu'il bouge un pied, il ne bouge pas un pied. Je suis très très rigoureux avec les étalons. Je ne vois pas d'autre manière de fonctionner avec eux. J'entends plein de théories sur Facebook par les gens que je ne connais absolument pas parce qu'ils ne font rien sauf que parler sur Facebook. Donc, ces gens-là, il faut vraiment voir, et j'ai assez d'expérience pour parler de ça avec les étalons, avec les chevaux tout court, qu'il faut être très très rigoureux. Il faut avoir un très bon niveau et être super rigoureux.
Et après, être sûr que tout ce qu'il fait avec ses pieds, c'est sur le contrôle de le bipède. Si je dis bouge le postérieur, je peux isoler les deux postérieurs, je peux isoler les deux antérieurs, je peux reculer ses pieds et avancer ses pieds. Mais j'ai un contrôle très très précis sur ses pieds. Et si ce n'est pas moi qui ai demandé qu'il bouge un pied, il ne bouge pas un pied. Et c'est juste parce que c'est un étalon, j'ai besoin de ce niveau de rigueur. Ce qui est intéressant avec les étalons, c'est qu'ils appréciaient ça. Ils appréciaient le noir et le blanc. Mais si on n'est pas très clair et si on n'est pas très rigoureux et limite si on n'est pas strict, les étalons, on est rapidement dépassé. C'est vraiment, vous avez une expression en français, je lui donnais le doigt, il bouffait tout le bras. L'étalon, c'est ça. Tu lui donnes un doigt, il bouffe tout le bras et l'autre bras aussi. Donc, fais très attention, est-ce que j'ai le niveau pour et est-ce que j'ai un très bon, déjà avec le licol et longe, est-ce que j'ai un très très bon contrôle de ses pieds. Si moi, j'ai la confiance de l'animal, il n'est pas peur. Si j'ai le contrôle de ses pieds, par conséquence, je vais avoir la connexion avec l'animal. Et l'environnement ne veut pas avoir le contrôle sur l'animal. Mais si je n'ai pas la confiance, il est peur, il va avoir plein de fuites. Donc je peux bouger le drapeau, je peux bouger une bouteille de l'eau avec des cailloux dedans, une bouteille vide, je peux faire plein de choses, il n'y a rien qui lui fait peur. Vraiment un animal confiant. J'ai un vrai contrôle. Je peux reculer ses pieds, avancer ses pieds, isoler les deux postérieurs, isoler les deux antérieurs, faire ce que je veux, où je veux, quand je veux, à tout moment avec ses pieds. Si je peux faire ça, l'environnement ne peut pas aussi prendre le cheval. Il ne peut pas être connecté avec l'environnement externe, donc toutes les jolies filles qui marchent dans le paddock, nues, et aussi connecté avec moi. Il ne peut pas être bloqué sur les deux choses. Donc, je suis assez strict, rigoureux, pour dire, ne concentre pas sur ces choses-là, concentrez sur moi. Et parfois, c'est pourquoi les gens disent « Ah, mais Andy Boot, il ne veut pas prendre les entiers en démonstration. Je vais être trop strict. » Et les gens me disent « Oh là là, il est hyper dur. » Donc, je préfère ne pas montrer. Mais avec un entier, c'est noir et blanc. Et c'est très, très clair. Après, j'adore de travailler avec eux parce qu'il y a toujours un petit plus dans le travail. Donc, je comprends l'élément d'un petit plus, mais il faut avoir le niveau pour et aussi être très rigoureux et strict avec eux. J'espère que j'ai été clair. Alors, une question de Sandrine. Comment choisir une selle adéquate? Il y a tellement de modèles qu'on s'y perd et les fournisseurs ont chacun leur argument. J'ai 2 chevaux, un senior hispano-arabe et un jeune puras espagnol. Ils ont chacun leur selle, mais je doute d'avoir fait le bon choix. Ce qui m'importe, c'est d'être sûr que la selle convienne à leur morphologie. Après, on a Sandrine, c'est ça? On est tous dans le même bateau. C'est horrible de dire ça, mais tu vas acheter un tapis, toutes les différentes stands au salon du cheval, ils sont tous le meilleur tapis et ils sont tous prêts à te dire pourquoi. Ils sont tous le meilleur selle, ils sont tous prêts à te dire pourquoi c'est le meilleur selle. Et la majorité des saddle fitters travaillent pour une marque, donc ils veulent faire la promotion de leur marque, mais pas un autre, ou en commission plus importante avec un marque. Et c'est très très compliqué. Et en plus, 50 théories différentes. Certains utilisent un tapis avec le capteur de pression, ce que je trouve intéressant. Certains utilisent une autre technique sur un papier et tout et tout. Mais c'est très difficile. C'est vraiment, qu'est-ce que c'est la meilleure embouchure? Qu'est-ce que c'est le meilleur tapis? Qu'est-ce que c'est la meilleure selle? Qu'est-ce que c'est la meilleure protection? Qu'est-ce que c'est le meilleur granulé? Avec toutes les différences sur la marque, n'importe quel stand de granulé, ils sont tous les meilleurs et ils sont tous prêts à te dire pourquoi, mais nous, on se perd là-dedans. Donc, je comprends super bien la problématique. Je regarde, après, je monte le cheval, je vois après, est-ce qu'il y a une douleur sur le dos quand je passe les doigts. Je regarde les points mouillés et les points secs. S'il y a des points secs où il y a trop de pression, bien sûr, très méfiante, on pousse de petites poils grises. C'est vraiment parce que actuellement au travail, je n'ai pas un gris actuellement, mais c'est quelque chose qui m'occupe vraiment bien d'être sûr que je n'ai pas de poils gris qui poussent quelque part sur le cheval. Un point gris va indiquer un mauvais selle, qui a une pression sur le peau qui est trop important et après ça va même atrophier le muscle. J'ai du mal à prononcer ce mot, atrophier. Mais parfois, je dis, tu vois, il a un peu de garrot. Parfois, il n'est pas pris le garrot, il a perdu le muscle. Donc, entre prendre le garrot et perdre le muscle, il y a une grande différence. Oui, il a un dos comme un rasoir, tu n'as pas envie de monter à cru, mais c'est parce qu'il est atrophié de muscles sur les deux côtés parce que le selle est trop fermé, pas assez ouvert.
J'aime bien l'idée d'avoir un surface assez large pour ne pas appuyer sur des points fins. Et le point sec, quand on enlève le tapis et tout ça, le cheval a transpiré un petit peu. Le point sec ne sont pas toujours un bon signe, c'est plutôt l'inverse. Ça veut dire souvent le point sec, il y a trop de pression là où le sel, où il y a le point sec. Donc être sûr. N'hésite pas à rechercher un petit peu de tapis qui enregistre un petit peu la pression sur l'animal. Et oui, il y a différentes saddle fitters. Moi, j'utilise un, mais je ne sais absolument pas dire que c'est le meilleur ou quoi. Ils sont tous différents, ils sont tous à notre théorie. Je cherche un bon niveau de ouverture. Le plus que le selle est large, peut-être ça me convient, peut-être pour moi, mais pour le cheval, le plus que c'est large, et c'est pas trop fermé sur le garrot, et même le matelas sur le dos, j'aime bien un petit peu de largeur, j'aime bien que c'est un petit peu plat, qu'il y a plus une surface qui touche le cheval que des points un petit peu comme ça. Je préfère plus comme ça, que c'est large et plat. Donc j'essaie de voir ça, je regarde le point sec, et après je prends de très bons tapis aussi au cas que ma selle n'est pas la meilleure. Je sais que tous les experts de selle vont dire il ne faut pas qu'ils substituent un mauvais selle avec un bon tapis. Oui, je sais, mais à partir du moment que j'ai choisi le meilleur selle que je peux avec la connaissance que j'ai, et j'ai mis le meilleur tapis que je peux, qui peut impliquer un investissement avec l'argent un petit peu important. Je pars sur la bonne qualité. Je ne sais pas si parce que je dépense plus, est-ce que ça veut dire que c'est une meilleure marque, une meilleure qualité. Je regarde la recherche sur le produit et tout ça. Mais je ne peux pas dire que le marque que j'utilise, c'est le meilleur. Moi, j'étais chez un très grand cavalier de saut obstacle. En bossant avec lui. Lui, il était sponsorisé avec Prestige, donc je suis parti vers la marque Prestige. C'est pas pour dire oui, non par rapport à la marque. Je prends celle-là, je suis très contente avec. Je pense que, très honnêtement, dans la très bonne marque, toutes les selles sont très bonnes. Après, si on peut trouver un fitter qui peut faire en sorte que le selle soit plus adapté au cheval, pourquoi pas. Mais dans les bonnes marques, et on sait c'est toujours des marques avec des très jolis stands au salon de cheval, des bonnes marques très connues, la qualité de selle est vraiment bien. J'ai monté parfois, souvent en stage, je prends un cheval, je ne vais pas changer le selle et tout ça, je monte et je dis, il est bien cette selle. Donc, je n'ai pas besoin de citer toutes les marques pour ne pas avoir un problème avec mes sponsors et tout ça, mais honnêtement, il y a un paquet de marques et c'est des très bonnes marques. Faire de très bonnes selles, des selles qui ne sont pas très chères, souvent il y a une raison. C'est pareil avec les voitures, c'est pareil avec beaucoup de choses dans la vie. Malheureusement, c'est une règle qui est un petit peu triste, mais vrai. En général, j'achète le matériel qui coûte un petit peu plus cher parce qu'en général, quand ça coûte plus cher, ça dure plus longtemps. C'est pareil avec les vêtements, c'est pareil avec les voitures, c'est pareil avec plein de choses. Donc, si vous pouvez investir, je trouve que des bonnes marques sont globalement bien. Je comprends tout à fait les questions. Il y a des différentes saddle fitters. Je suis intéressé par le tapis qui fait les enregistrements de pression. Et si tu peux trouver une étude qui est faite, il y a une dame qui s'appelle Annette Roncurel en France qui travaille avec des tapis, des capteurs. Et après, on peut lire sur l'ordinateur la pression qui a été mise sur le dos du cheval, sur le tapis. Je trouve que tout ça, c'est intéressant. Et si vous avez le temps de rechercher un petit peu ça, prendre le temps, peut-être vous allez trouver des choses intéressantes. Moi, je regarde dans le stand, je discute avec des vendeurs, c'est très très compliqué parce qu'ils sont tous sûrs d'avoir le meilleur produit. Et après, je regarde bien le dos de mon cheval, est-ce que le dos va bien? Comment il bouge avec le selle, est-ce qu'il régrossit ses foulées ou est-ce que c'est assez long, est-ce que le selle touche dans le mouvement des omoplates ou est-ce que le parti là où il a besoin de bouger l'omoplate, est-ce que c'est assez libéré, est-ce que le garrot est libéré, faites très attention qu'il n'y a rien qui touche le haut de la garrot, c'est très inconfortable pour le cheval, levez le tapis un petit peu dans l'ouverture de le pommeau, je ne sais pas, oui c'est ce mot-là que je veux. Pour que ça n'appuie pas.
parce que parfois la pression de la selle et tout ça, ça tire le tapis sur le garrot, ça va être très très inconfortable. Regarder le cheval, je mets la selle, je bouge le cheval au sol et je vois est-ce qu'il garde le mouvement dans ses épaules ou est-ce que le fait d'avoir mis le selle, j'ai peur d'avoir un peu de mouvement. Si j'ai peur d'un peu de mouvement avec le selle, c'est pas un très bon signe. Et aussi son comportement quand je mets le selle. C'est pas que ça, parce que parfois c'est mal mis ou les gens ne sont pas très conscients de tout ce que le cheval est en train d'apprendre et faire. Mais si je vois un mauvais comportement quand je mets le selle, le cheval qui mord la barrière ou qui devient agressif et tout ça, ça veut dire que c'est pas idéal. Je fais très attention également à mes sangles. Moi, j'ai mis les sangles larges, élastiques au milieu, plus sur les deux côtés. Des sangles pareils, horriblement chers, qui permettent plus la respiration et tout ça. Et j'essaie de faire le mieux que je peux, mais je comprends que c'est très compliqué de savoir qui est la meilleure marque, qui pense quoi et comment et qu'est-ce que je devrais acheter pour mon cheval. Je vais continuer à tester des choses et essayer de voir la situation idéale pour le cheval, mais je pense que c'est comme plein de choses. Toutes les bonnes marques font le mieux qu'ils peuvent pour avoir la meilleure qualité. Donc, quand on est dans la bonne marque, je pense qu'on est pas mal. Peut-être il y a plein de choses sur lesquelles je sais qu'il y a certains qui disent que ce n'est pas le cas. Il y a des bonnes marques qui sont horribles pour les chevaux. Peut-être c'est horrible pour certains chevaux et pas pour d'autres. Mais le plus que c'est large, le plus que ça peut mettre l'ouverture. Et après, mon confort, je mets un petit peu en deuxième. Je fais que c'est confortable pour le cheval d'abord et après, moi, je m'adapte. J'espère que ça t'aide. Je sais que j'ai le même problème.